Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. C'est le verdict de la Cour suprême. Le oui l'emporte largement à l'issue du référendum du 21 septembre dernier. La plus haute juridiction du pays a délibéré hier conformément à la loi électorale. On va en parler dès le début de ce journal. Le directeur général de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique est sur le terrain. À Conakry, il visite les sites de traitement des boues de vidange de Yimbaya et Symphonia Centre. C'est pour évaluer les travaux en cours. L'actualité encore avec cette question. Comment relancer le secteur hôtelier en Guinée? Les acteurs étaient mobilisés autour du ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie. La redynamisation de la filière pour plus d'attractivité était au cœur des échanges. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. La Cour suprême a donc rendu son verdict en ce qui concerne le référendum du 21 septembre dernier. La plus haute juridiction du pays a délibéré sur les résultats conformément à la loi électorale. Deux partis politiques avaient déposé les recours. Au final, la Cour suprême a validé les résultats du scrutin référendaire tels que présentés par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Amadou Touré. Conformément à la loi référendaire, 3 jours après réception des résultats globaux provisoires, la Cour suprême statue à la faveur de cette audience sur les contestations de ces résultats à travers des requêtes présentées par le bloc libéral BL et le bloc pour l'alternance en Guinée BAG. Ces deux partis politiques reprochent à l'institution d'organisation du scrutin référendaire un certain nombre de griefs qui se résument en 6 points. Les requérants affirment que leurs délégués et superviseurs ont été ignorés et empêchés de superviser les opérations de vote, de dépouillement et de la centralisation. Les requérants déclarent qu'ils n'ont bénéficié que de 3 minutes de temps, une fois chaque 2 jours, alors que le camp du oui disposait de près de 15 mouvements et des partis politiques qui passaient chaque jour pour demander aux électeurs de voter oui. Les requérants indiquent qu'il a été créé un organe appelé Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel, ONASUR, ayant une compétence nationale et doté d'une autonomie financière qui exerce pleinement sa mission par ses membres. Les membres de cet organe ont été nommés 72 heures avant le scrutin, ce qui fait que celui-ci n'a pas pu mettre en place des structures de supervision dans les 33 préfectures de la Guinée et dans les 13 communes de Conakry, ainsi que dans les ambassades des consulats de la République de Guinée à l'étranger. Face à ces requêtes, le procureur général par intérim a fait des observations avant d'indiquer. Les requérants soutiennent que leurs délégués et superviseurs ont été empêchés de suivre les opérations électorales au motif qu'ils n'avaient pas été accrédités. Ils considèrent que la réunion de concertation organisée par le ministère de l'Administration du Territoire valait accréditation. Faut-il savoir que même si l'article 16 de la loi susvisée garantit le droit d'observation du vote, mais il subordonne son exercice à des procédures formelles d'accréditation que les requérants eux-mêmes reconnaissent n'avoir pas accompli. Aucun délégué ou superviseur du bloc libéral et du bloc pour l'alternance en Guinée ne possédait un document officiel d'accréditation. Dès lors, l'empêchement d'observer le scrutin par ces délégués et superviseurs ne constitue pas une violation de la loi. Il y a de rappeler que l'article 19 invoqué n'impose à la HAC que de garantir un accès équitable aux médias sans pour autant prévoir une stricte égalité arithmétique du temps d'antenne. D'ailleurs, la différence constatée résulte essentiellement du nombre élevé de partis et mouvements alignés sur le camp du oui. Aussi, il n'est pas établi que la HAC ait intentionnellement favorisé un camp au détriment d'un autre. Les requérants n'ont de surcroît apporté aucun élément démontrant
que cet état de fait a pu altérer la sincérité du scrutin. Ce moyen doit également être écarté. Il faut en effet souligner qu'aucune disposition légale n'impose un délai minimum de nomination des membres de l'ONASUR. Dans une procédure judiciaire, il ne suffit pas d'alléguer, il faut prouver. Ce qui a permis au président de la plus haute juridiction du pays de déclarer: statuant publiquement en matière constitutionnelle, en premier et dernier ressort, article 1er, en la forme, déclare recevable la requête présentée par les partis politiques, Bloc libéral et Bloc pour l'alternance en Guinée. Article 2, au fond, rejette cette requête comme non fondée. Article 3, proclame les résultats définitifs du référendum du 21 septembre 2025 sur le projet de constitution soumis au peuple guinéen, qui a donné les résultats suivants. Électeurs inscrits, 6 768 458. Votants, 5 951 807. Suffrages exprimés, 5 746 327, soit 96,55%. Taux de participation, 86,42%. Vote en faveur de oui, 5 135 951, soit 89,38%. Vote en faveur de non, 610 376, soit 10,62%. Article 4. Ordonne que le présent arrêt soit notifié aux plus hautes autorités de l'État et publié sans délai au journal officiel de la République de Guinée. Ainsi, le projet de constitution proposé au peuple de Guinée par voie référendaire le 21 septembre dernier devient la loi fondamentale devant guider les destinées des Guinéens juste après avoir été entériné par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à travers un décret. Et c'est dans ce contexte que la Guinée vient de franchir une autre étape importante de son histoire. Hier vendredi, les membres du Conseil national de transition ont adopté le nouveau code électoral. C'est un document de plus de 340 articles qui constitue désormais le socle pour les différents scrutins en Guinée. Robert Sidutolno a suivi les travaux qui se sont déroulés au cours d'une plénière spéciale. Voici son compte-rendu. La séance plénière spéciale de ce vendredi est la suite logique du processus référendaire. Devant un parterre d'invités, les conseillers nationaux sous la présidence de Dr Dansa Kourouma délibèrent sur le projet de code électoral de la République de Guinée. L'adoption de cette loi organique devient ainsi le socle qui régira l'ensemble des scrutins en Guinée. Si le retour à l'ordre constitutionnel a raisonnablement impliqué l'exigence de l'adoption d'une nouvelle constitution, il passe également nécessairement par l'adoption d'une loi électorale. Les élections nationales et locales étant des modalités finales du rétablissement de l'ordre démocratique. Telle est la raison pour laquelle le CNT a été saisi d'un projet de loi organique portant code électoral. Le présent projet de loi organique portant code électoral vise à répondre à une impérieuse nécessité compte tenu de l'exigence politique du retour à l'ordre constitutionnel et démocratique. Car l'adoption de la présente loi organique en constitue une modalité fondamentale. La structure générale du texte couvre l'ensemble des enjeux des divers processus électoraux concernant les élections nationales, locales et référendaires. À travers cette première loi organique adoptée juste après le référendum constitutionnel, désormais le peuple exprimera sa souveraineté dans toute sa dimension. Parmi ces innovations, retenons l'introduction de la biométrie pour sécuriser l'identification des électeurs, la carte d'électeur biométrique unique et sécurisée valable 5 ans, l'encadrement rigoureux des campagnes et la neutralité renforcée des agents publics,
la transparence du processus grâce à un accès équitable aux médias et à l'observation citoyenne. À travers ce code électoral, la Guinée affirme ses principes clairs. L'alternance, la transparence des scrutins, la représentativité de tous, femmes, jeunes et territoires. À la suite de cette adoption, le président du CNT a tout d'abord salué le sursaut patriotique qui a caractérisé le travail à tous les niveaux avant de décliner les nouvelles orientations de son institution. Je remercie le président de la République pour sa confiance. Il m'a laissé travailler dans la responsabilité, dans l'impartialité, dans la neutralité. Ce n'est pas fini. Les organes qui sont créés par ces textes doivent être mis en place. Les autres lois organiques pour compléter les dispositions de la Constitution doivent être élaborées et adoptées selon le même rythme que le code électoral. En adoptant ces tests, le CNT assume une responsabilité historique, celle de garantir la stabilité politique, et ce, en renforçant la légitimité des institutions, mais aussi en consolidant la démocratie guinéenne. Et pendant ce temps, la justice transitionnelle et la réconciliation nationale étaient au cœur des échanges à Conakry. Une session nationale de grande importance s'est tenue sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Les acteurs nationaux et partenaires au développement étaient mobilisés autour du renforcement de la paix, de l'inclusion et pour consolider la base d'une Guinée plus juste et plus apaisée. Ousmane Bangoura. À Conakry, gouvernement et partenaires se retrouvent pour réfléchir au mécanisme d'une réconciliation nationale durable. Cette session nationale, présidée par le Premier ministre, intervient quelques jours seulement après l'adoption de la nouvelle constitution. Prenant la parole à cette occasion, Mme Christelle Huines a rappelé l'engagement constant des Nations Unies à accompagner le pays dans ses réformes. En Guinée, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, le PNUD, l'UNFPA et l'ensemble du système des Nations Unies, que j'ai l'honneur de coordonner, continueront à travailler main dans la main, unis dans l'action, avec les autorités nationales, la société civile et les communautés. Nous nous engageons à poursuivre nos efforts conjoints pour appuyer les réformes institutionnelles nécessaires à la consolidation de l'état de droit, pour renforcer les capacités nationales, pour accompagner les victimes et les communautés dans leur quête de vérité et de réparation, et pour favoriser la participation des femmes et des jeunes, véritables piliers de la cohésion sociale. De son côté, le chef du gouvernement a mis en avant les acquis des assises nationales, les 45 recommandations adaptées, mais aussi les avancées en matière de justice, notamment l'organisation du procès des événements du 28 septembre 2009. Tous les acteurs sont concernés, des religieux, des forces de défense et de sécurité, des médias, des politiques, des jeunes, des femmes, en d'autres termes, tous les secteurs de la société sont concernés par rapport à cette nouvelle aventure dans laquelle la Guinée est en train de s'engager. C'est important pour nous Guinéens, comme c'est très important aussi que l'expérience guinéenne se consolide pour donner un modèle, si je peux me le permettre, au modèle aux autres sociétés africaines qui sont en butte avec des crises que nous avions connues par le passé. Le schéma constitutionnel qui est établi est extrêmement contraignant. Contraignant parce qu'on n'a pas le droit de violer les droits constitutionnels des citoyens de la République de Guinée. Et pour ne pas être en défaut par rapport aux droits constitutionnels, il faut qu'on ait une bonne gouvernance du patrimoine public. En conclusion, le Premier ministre Amadou Ouriba a réaffirmé la volonté du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de poursuivre avec prudence et sagesse la marche vers une réconciliation durable, adossée aux valeurs universelles et à la nouvelle constitution. On en vient maintenant aux échos de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. La République de Guinée a vécu ce jeudi une journée diplomatique intense. L'Union africaine a reconnu le rôle historique de notre pays
La participation guinéenne à la rencontre sur la mémoire et la réparation a mis en lumière son engagement pour la justice et pour la dignité des peuples africains. Fatoumata Kourouma, Fatoumata Samora et Abakar Koïta pour des explications. New York, 25 septembre 2025, la République de Guinée marque brillamment sa présence à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à travers une série de rencontres et d'échanges de haut niveau. Une journée dense, porteuse de reconnaissance et de perspectives nouvelles pour le pays. Dans la matinée, l'émissaire du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a été reçu par le président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahamoud Ali Youssef. Au cours de cet entretien convivial, l'Union africaine a réaffirmé l'importance historique de la Guinée, pays fondateur de l'organisation et artisan des institutions panafricaines, notamment la panafricaine des femmes et la panafricaine des jeunes. L'organisation continentale a salué les efforts entrepris par la Guinée sous le leadership du chef de l'État pour reconquérir sa place au sein de l'Union. Elle a également félicité la nation pour la bonne organisation du référendum du 21 septembre qui s'est déroulé dans la paix et la concorde nationale sans contestation. Cette journée marathon s'est poursuivie avec la participation du ministre secrétaire général de la présidence de la République à une rencontre de haute portée symbolique consacrée à la commémoration africaine, à la justice et aux réparations. Cette réunion a été convoquée à l'initiative du président sénégalais qui avait adressé une invitation officielle au président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, marquant ainsi l'estime et la considération accordée à la Guinée dans ce combat mémoriel et identitaire. En franchissant le seuil de cette bâtisse majestueuse, située au cœur de Manhattan, véritable lieu de mémoire et de diplomatie, le représentant du chef de l'État, le général Amara Camara, a pris place aux côtés de figures de premier plan, les présidents du Sénégal, du Ghana, de la Sierra Leone, ainsi que d'éminentes personnalités américaines. Dans ce cadre prestigieux, le ministre secrétaire général de la présidence a porté haut la vision du général Mamadi Doumbouya. Restaurer la mémoire collective, conserver le patrimoine culturel africain et défendre avec fermeté la dignité des peuples du continent. Ainsi, avant de prendre la parole à la tribune des Nations Unies, l'émissaire du président de la République s'exprimera au nom du continent dans le cadre de la présidence guinéenne du groupe africain. Une responsabilité qui illustre la confiance accordée à la Guinée sur la scène diplomatique internationale. Retour à Conakry qui vient d'accueillir la fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite, une cérémonie solennelle organisée par l'ambassadeur en présence de nombreuses personnalités. Ce moment symbolique a permis de remettre sous les projecteurs l'histoire et les traditions du Royaume ainsi que de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Riyad. Marwan Kamara, Ismaël Nabi. Ce 23 septembre 2025, du beau monde mobilisé autour d'un cocktail pour célébrer une occasion d'une grande importance, la fête de l'indépendance de l'Arabie Saoudite. Une date mémorable qui marque l'unification de l'Arabie Saoudite il y a plus de 95 ans sous le règne du roi Abdelaziz Al Saoud en 1932. Chaque année, nous célébrons cette journée pour ce que l'Arabie Saoudite a pu réaliser depuis cette journée historique jusqu'à aujourd'hui. Les relations entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Guinée aujourd'hui sont au beau fixe grâce au leadership de son Altesse le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et du prince héritier Mohamed Ben Salman Al Saoud et également de son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya. À cette occasion historique, plusieurs membres du gouvernement et du CNRD ont répondu présents aux côtés de la communauté saoudienne vivant en Guinée. La participation d'une importante délégation gouvernementale et d'éminentes personnalités guinéennes à la célébration de cette fête est la preuve éloquente de l'excellence des relations historiques d'amitié, de fraternité islamique, de coopération et de partenariat qui ont toujours existé entre nos deux pays.
Les résultats de cette coopération dynamique et exemplaire sont légion. Dans plusieurs domaines de développement socio-économique de la République de Guinée. Cette rencontre est marquée par la coupure du gâteau d'anniversaire par l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite et les autorités guinéennes. La musique et la danse traditionnelle de l'Arabie Saoudite sont aussi à l'honneur, offrant au public une atmosphère festive et chaleureuse. Et nous allons parler maintenant de la lutte contre l'insalubrité, un combat qui s'intensifie avec la remise d'un important lot de matériel d'assainissement au gouvernorat de la ville de Conakry. Des camions bennes et des tractopelles viennent ainsi renforcer les moyens logistiques de la capitale. Il s'agit surtout de la concrétisation de l'engagement du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, auprès des collectivités locales. La cérémonie de remise a été présidée par le ministre directeur de cabinet de la présidence, Omar Bari. La bataille contre l'insalubrité franchit un cap décisif en Guinée. Ce vendredi 26 septembre 2025, le gouvernorat de la ville de Conakry a officiellement reçu un important lot d'équipements d'assainissement, concrétisant ainsi un engagement fort du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, en réponse aux appels des collectivités locales. Composé de 10 camions bennes et de 10 tractopelles, ce premier lot vient renforcer la flotte existante pour mieux couvrir la capitale et ses communes. La cérémonie de remise a été officiée au nom du chef de l'État par le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, en présence du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le général Bala Samoura, ainsi que du ministre de l'hydraulique et des hydrocarbures, Aboubakar Kamara. Ce geste s'inscrit dans le cadre du pilier 5 du programme Simandou 2040, consacré à la santé et au bien-être de la population. Il marque une nouvelle étape dans la politique de modernisation des services publics, axée sur un développement durable et une gouvernance responsable. Le ministre Djiba Diakité a souligné l'urgence d'engager sans délai les opérations d'assainissement, surtout à l'approche du 2 octobre, date symbolique de la célébration de l'indépendance nationale. Il a rappelé le thème de cette 67e fête de l'indépendance guinéenne, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique, un thème qui traduit les réformes profondes engagées sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Vous avez lancé un cri de cœur au chef de l'État en disant qu'il vous faut des équipements, mais aussi les moyens. Depuis la fin de l'année passée, les dispositions ont été prises pour faire en sorte que ces moyens qui étaient auparavant logés dans les départements ministériels arrivent directement aux collectivités. On a commencé à faire ça depuis la fin de l'année. J'ai l'honneur de vous présenter et vous remettre ici au moins 10 camions bennes qui viennent compléter déjà votre flotte. Et également 10 tractopelles, dont 5 physiquement présents et le reste sont au port qui vont rejoindre. Ça veut dire que vous avez maintenant les matériels, donc camions, bennes pour ramasser et l'argent, les équipements, tout le nécessaire qu'il faut. Donc il n'y a plus d'excuses pour voir la ville de Conakry sale. Conakry, c'est notre capitale. Mais la Guinée ne s'arrête pas à Conakry. Les mêmes dispositions sont également pour l'intérieur du pays. C'est le lieu pour moi d'abord de commencer à vous féliciter, Madame la gouverneure, féliciter aussi les présidents des délégations spéciales, l'ensemble des communes, puisque nous savons que nous avons aussi un héritage lourd. Nous partons de loin, mais nous vous demanderons toujours plus. Parce que quand il s'agit de la Guinée, chacun de nous est prêt à donner les siens. Désormais, ce que nous voulons voir à Conakry, c'est une ville propre. Nous avons récemment procédé à la séparation avec les instructions du chef de l'État des différents départements, notamment le département de l'énergie qui a été séparé en deux avec un département d'hydraulique et des hydrocarbures avant
toutes les attributions qui étaient éparpillées d'un côté au ministère de l'administration du territoire, de l'habitat, des infrastructures. Certains qui se disaient, moi ma responsabilité c'est juste les déchets solides ou c'est juste les déchets liquides. Désormais ça aussi c'est terminé. Nous avons maintenant une direction générale qui se trouve au sein du ministère des hydrauliques et des hydrocarbures qui va répondre à la problématique d'assainissement dans notre pays. C'est le lieu également de saluer cette initiative et cette décision forte du chef de l'État. Maintenant, ce que nous voulons tout de suite, immédiatement, c'est de démarrer une première opération qu'on appelle Kaloum propre. D'ici le 1er octobre, nous voulons que vous puissiez, avec votre leadership, permettre à ce qu'on puisse rendre Kaloum propre. Et les délégations spéciales, vous êtes maintenant équipés, vous avez les moyens. On va vous mettre en compétition parce que nous allons maintenant vous surveiller. Vous ne pouvez plus nous dire maintenant votre commune est sale parce qu'il n'y a pas d'équipement. On vous a donné les équipements. Vous ne pouvez plus nous dire que votre commune est sale parce qu'il n'y a pas les moyens. Nous ferons en sorte que les moyens aussi vous arrivent. Vous savez que nous rentrons depuis hier dans notre semaine de l'indépendance avec pour thème s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble avec notre souveraineté économique assumée. Cette dynamique s'accompagne d'une reconnaissance internationale majeure. La notation B+, attribuée à la Guinée par Standard & Poor's, est une première dans l'histoire du pays. Cette notation positionne désormais la Guinée comme la deuxième puissance économique de l'Afrique francophone de l'Ouest, grâce notamment aux performances du projet Simandou et à la vision hautement stratégique du chef de l'État, le programme Simandou 2040. Vous savez que depuis le 1958, le président Ahmed Sékou Touré avec les camarades nous ont donné notre indépendance politique. Avec le président général Mamadi Doumbouya, il continuera à assumer notre indépendance politique, mais il nous donnera également notre indépendance économique assumée. La Guinée est désormais, beaucoup peut-être ne le savent pas parmi vous, la deuxième puissance économique de l'Afrique francophone de l'Ouest, notée par les grandes institutions financières à travers le programme Simandou 2040. Donc cette année, nous assumons avec les orientations stratégiques du président, son excellence général Mamadi Doumbouya, notre souveraineté économique. Mais la souveraineté commence par quoi? C'est d'abord être en bonne santé. Être en bonne santé, ça veut dire vivre dans un environnement propre. Nous comptons sur vous, l'ensemble des différentes délégations spéciales sur l'ensemble du territoire, en commençant par Madame la gouverneure. Pour sa part, le ministre Aboubakar Kamara, dont le département supervise désormais l'assainissement, a salué la cohérence de la vision présidentielle, soulignant que cette dotation d'équipement n'est qu'un début. Les mêmes dispositions sont prévues pour l'intérieur du pays afin de bâtir un système national d'assainissement performant. Il faut saluer cette vision et clairvoyance du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui a jugé utile et nécessaire de regrouper l'ensemble de l'assainissement au sein d'une même direction pour concentrer les efforts et unifier, disons, les actions. Et les dispositions sont claires. Il n'y a pas suffisamment de débat. Il nous prouve à travers son engagement constant et sa vision que la propriété est le miroir de la dignité d'un peuple. L'objectif est de rendre tout le pays propre. Et je pense qu'il n'y a pas de discours. À travers les moyens mis à disposition, à travers le personnel, Madame la gouverneure et toutes les délégations spéciales, le temps est compté, le temps est notre ennemi, nous n'avons pas de choix. Il faut se mettre au travail très rapidement pour que tous ces moyens mis à disposition aujourd'hui, nous matérialisons cela à travers nos actions sur le terrain. La gouverneure de la ville de Conakry, Mme Mawa Silla, ainsi que les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, ont pris l'engagement ferme de redonner à la capitale l'image digne d'une ville moderne, propre et attractive. Depuis qu'on a commencé, les 13 communes, on n'avait que 5 tractopelles et quelques véhicules. Aujourd'hui, le président de la République, sur l'emplacement du palais, maintenant là, vient de nous donner 10 tractopelles, mais aussi 10 camions. Donc le nombre de tractopelles qui était à 5, nous passons à 15.
et les camions, 10 camions sortis d'usine. Cela dit que, comme l'a dit le ministre, c'est de redoubler les efforts. Car qui parle de la Guinée commence par notre capitale. La capitale donnera l'image qui va booster les autres régions à suivre nos pas. C'est un sentiment de satisfaction dans un premier temps et à l'endroit du gouvernement et le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour avoir répondu favorablement au cri du cœur des communes en matière d'acquisition des équipements indispensables pour l'exécution des activités d'assainissement dans nos communes respectives. Nous mesurons à sa juste valeur la portée de ces engins, l'importance de ces engins et nous ne ménagerons aucun effort pour que les programmes d'assainissement conçus dans nos différentes communes soient beaucoup plus opérationnels au bénéfice de nos populations locales. La remise de ces équipements est plus qu'un simple acte administratif. C'est un signal fort envoyé à la population, un appel à la mobilisation générale pour faire de l'assainissement l'affaire de tous. À l'aube du 2 octobre 2025, la Guinée célèbre non seulement son indépendance, mais aussi une nouvelle ère de responsabilité environnementale, de progrès collectif et de souveraineté économique assumée sous le leadership visionnaire du président de la République, Son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Merci à Oumar Barry. Dans le même cadre, le nouveau directeur général de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique était en visite de terrain. Il s'est rendu sur les sites des stations de traitement des boues de vidange de Yimbaya et de Sonfonia Centre. Une tournée destinée à évaluer l'état d'avancement des travaux en cours. Ces importants investissements sont financés conjointement par le gouvernement guinéen et par la Banque islamique de développement. Compte rendu Mohamed Lamine Kamara et Sekou Sissoko. Quelques mois après sa prise de fonction à l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, le directeur général entend prendre les taureaux par les cornes. Au-delà des bacs à ordures octroyés récemment aux communes de Conakry, le nouveau patron de la NSP entame d'ores et déjà sa première visite sur les sites de réhabilitation des stations de boues de vidange. Première étape, le site de Yimbaya dont les travaux démarreront au mois d'octobre prochain. L'objectif de cette visite, c'est de constater la régularité des travaux et l'évolution des travaux. Aujourd'hui, les Guinéens peuvent se frotter la main d'avoir enfin un président qui pense à la santé des Guinéens, qui pense à la question de salubrité. C'est un travail colossal et le délai de livraison sera respecté fin novembre. De là, la délégation arrive à la station de bout de vidange de Sonfonia Centre 2. Le chantier est en cours de finition. Ici, la mission visite tous les compartiments de l'infrastructure. L'idée, c'est de non seulement réhabiliter, mais d'augmenter la capacité de traitement pour aller jusqu'à 250 mètres cubes par jour à traiter. Pratiquement, on est vers la fin de ces travaux. Tous les travaux de génie civil ont été achevés. Ça reste que les travaux de finition et la livraison des équipements de laboratoire. Ce genre de travaux, c'est nouveau en Afrique. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont des stations de traitement de boues de vidange. Et trouver une entreprise guinéenne qui peut faire ce travail-là, ça veut dire que tout simplement c'est une avancée significative et qu'il faut encourager. Ces importants investissements sont conjointement financés par le gouvernement et la Banque islamique de développement. Ces stations de boues de vidange, une fois achevées, fourniront à la ville de Conakry une capacité totale de dépotage de 500 mètres cubes par jour, ce qui permettra de canaliser le dépotage des camions vidangères dans les sites appropriés respectueux de l'environnement. Le cercle de réflexion Intelligentsia est également en ordre de bataille contre les immondices. Ce matin, les membres de la structure étaient dans l'enceinte des écoles primaires de Kipe 1 pour rendre l'établissement public propre. L'action citoyenne s'inscrit dans le cadre de la rentrée prochaine des classes et de la célébration de la fête de l'indépendance. Alpha Isiagaba. Opération coup de balai dans les écoles publiques de Kipe 1, commune de Ratoma. À l'origine de l'action citoyenne, le cercle de réflexion Intelligentsia 3.0, la structure unit ses efforts pour rendre attrayants ces établissements scolaires à quelques jours seulement
de la rentrée des classes. Et s'il faut attendre que les élèves entrent, une semaine encore, les élèves continuent à assainir l'école, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc le soubassement, il faut poser le jalon, montrer aux jeunes du quartier, même si nous ne sommes pas là l'année prochaine, ils peuvent faire comme nous, ils peuvent venir assainir parce que ce sont leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants qui viennent étudier ici. C'est un groupe de jeunes dynamiques engagés qui se sont assignés comme mission de promouvoir la compétence et le mérite. Comme les valeurs du cercle l'exigent, nous avons choisi l'assainissement pour combiner la réflexion et l'action. L'assainissement de ces lieux publics est une des actions planifiées par le cercle de réflexion. L'initiative citoyenne bénéficie du soutien des autorités communales. L'assainissement dans la commune de Ratoma est déjà fondé sur une politique territoriale. Il vient à un moment où le besoin s'exprime, le besoin d'assainir toutes les écoles pour faciliter la rentrée scolaire par les enfants. Prochain champ d'action du cercle de réflexion Intelligentsia 3.0, accompagner les pouvoirs publics dans la célébration de la fête de l'indépendance. Des rencontres portant sur la notion du civisme sont par exemple annoncées par le cercle de réflexion. Dans le reste de l'actualité maintenant, le chef d'état-major de l'armée de terre est actuellement en mission en région forestière. Cette mission qui intervient après l'interpellation de plus de 650 bœufs en divagation dans la préfecture de Lola. En réponse et sur instruction directe du chef de l'État, plus de 4,5 milliards de francs guinéens ont été versés en guise de compensation aux éleveurs concernés. Mohamed Saliou Paya. En proie à des conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs, la région forestière est en passe de sortir définitivement de ses remous sociaux. Sur le terrain, le chef d'état-major de l'armée de terre en personne, le général Abdoulaye Keïta, est porteur d'un message ferme du président de la République sur l'application correcte de l'arrêté conjoint des ministères sectoriels sur la transhumance. Chers éleveurs, la transhumance transfrontalière est désormais interdite par le code pastoral. Tout contrevenant s'expose à des sanctions administratives et judiciaires. Quand l'agriculteur et éleveur s'opposent à cause des déplacements incontrôlés, c'est la paix et l'unité de toute la région qui sont menacées. Sachez désormais que la transhumance est un enjeu majeur auquel le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, a décidé de s'attaquer avec détermination. Il est important que chacun comprenne qu'il s'agit là d'une volonté ferme du chef de l'État de mettre fin aux dérives liées à ces mouvements en identifiant et sanctionnant tous les auteurs et leurs éventuels complices. Au terme de 3 jours d'échanges avec les autorités locales, les responsables de la filière bétail-viande et de la Chambre régionale d'agriculture, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abdoulaye Keïta, insiste sur l'entrée en vigueur de l'arrêté régulant la transhumance transfrontalière. Chers éleveurs, respectez le code pastoral, j'insiste dessus. Dialoguer avec les agriculteurs pour trouver des solutions pacifiques et durables. La sécurité de notre pays repose sur une responsabilité partagée entre les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives, mais aussi chaque citoyen. Souhaitant allier rigueur et sens de l'équité, l'émissaire du président de la République a rencontré des éleveurs concernés. Il a promis une réparation totale des pertes enregistrées. Plus de 4,5 milliards de francs guinéens ont été remis aux 7 d'entre eux qui ont été victimes de saisie de leurs animaux lors de cette opération conjointe menée par l'armée et la gendarmerie. Notre satisfaction aussi pour remercier bon Dieu et remercier le chef de l'État par rapport à penser le conflit qu'il y a entre nous et l'agriculteur et l'élevage. Il y a longtemps, il y a des problèmes entre l'agriculture et l'éleveur. Mais cette fois-ci, chacun connaît maintenant ce que tu dois faire. Demi weltanibe, demi weltani Allah, demi weltanibe. Bayar mi jami hetta dinay.
mi jaade mi yana lola mi wulliya mi jibude hoore am kono min daade mi tawi mi munyo wobbe ni mi munyo mi hettay kono tawi henanala bayno men ari do joni be nodditi men be ni men hettay wallahi de mi weltanibe e mi weltani Mamadou Doumbouya weltani min ko 39 yettano. Entre fermeté et accompagnement, l'État entend faire respecter la loi tout en protégeant les intérêts de ses citoyens. Une démarche qui illustre la volonté du président Mamadi Doumbouya de mettre de l'ordre dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage tout en garantissant la justice sociale. Nous allons encore rester en région forestière où une patrouille des forces de défense et de sécurité vient d'interpeller des individus dans le cadre des opérations de sécurisation des personnes et de leurs biens. Des armes et une importante quantité de chanvre indien ont été saisies. À ce propos, suivez ce communiqué de l'état-major de l'armée de terre, communiqué lu par le commandant de la gendarmerie régionale de Zérékoré. Le chef d'état-major de l'armée de terre porte à la connaissance de l'opinion publique nationale qu'une opération de sécurisation contre les personnes mal intentionnées qui abattent les bœufs après l'opération mixte de déguerpissement effectuée par les forces de défense et de sécurité. Il a instruit la gendarmerie régionale de Zérékoré à faire imposer la quiétude conformément à la loi. Cette opération a permis, en ce jour, vendredi 26 septembre 2025, l'interpellation de 23 individus dans les villages de Léné, Manankono et Kinyata, dans la sous-préfecture de Fumbadou, préfecture de Lola. Au cours de cette opération, les forces engagées ont saisi 4 armes à feu, 9 machettes, 26 cartouches calibre 12, 12 sacs de sabre indien, un panier de viande boucanée, une hanse. Ces personnes ont été mises à la disposition de la brigade de recherche Zérékoré pour les besoins d'enquête. Les investigations se poursuivent afin d'établir les circonstances exactes de cette détention, d'identifier les éventuelles connexions et de prévenir toute menace à la sécurité publique. Le chef d'état-major de l'armée de terre, général Abdoulaye Keita, au nom du chef d'état-major général des armées, félicite les forces de défense et de sécurité régionales de Zérékoré pour leur professionnalisme et engagement constant dans la préservation de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il invite les éleveurs ainsi que les agriculteurs au respect du code pastoral et à la retenue. Il réaffirme la détermination de l'armée de terre à accompagner les forces de sécurité dans la lutte contre la criminalité, la détention illégale d'armes et toute forme de déstabilisation. Le chef d'état-major invite les populations à renforcer leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans un esprit de vigilance et de responsabilité citoyenne. Un mot de santé maintenant, avec tout d'abord la rage qui reste une menace pour la santé publique, en particulier dans ces zones où la cohabitation entre l'homme et l'animal est particulièrement très forte. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la rage célébrée ce 28 septembre, le ministre de l'élevage appelle à une action collective pour combattre la propagation de la maladie. Une journée de sensibilisation annoncée sous le thème « Agissons maintenant tous ensemble ». C'est un commentaire de Noumousso Diakité. La rage est une maladie virale qui attaque le système nerveux central des mammifères, entre autres les chiens, les chats et les humains. Elle est transmissible par morsure et peut être mortelle selon les spécialistes. En Guinée, au premier semestre 2025, 16 cas de rage ont été confirmés avec 1498 morsures recensées et 6 décès. Ces chiffres témoignent de l'urgence d'une mobilisation nationale et communautaire pour protéger nos populations, en particulier dans les zones rurales et périurbaines, où la densité canine reste élevée malgré les efforts constants des services vétérinaires. En plus des campagnes d'information et de sensibilisation, des campagnes gratuites de vaccination des chiens et des chats seront organisées dans les chefs-lieux des 8 régions administratives ainsi que dans les préfectures les plus touchées. La journée mondiale de la rage sera officiellement lancée le 28 septembre 2025 dans la ville de Zérékoré avec pour mot d'ordre « Agissons maintenant, vous, moi, la communauté ». Je saisis cette opportunité pour
pour adresser mes sincères remerciements à nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, la FAO et l'OMS pour leur appui constant. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya et le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba, je réaffirme la détermination de la Guinée à contribuer pleinement à la mise en œuvre du plan stratégique mondial visant l'élimination de la rage à l'horizon 2030. La célébration de cette journée mondiale est dédiée aux activités de vaccination, d'information et de sensibilisation visant à préserver la santé des humains et des animaux contre la rage en Guinée. Et puis c'est ce 25 septembre que le monde entier a célébré la journée mondiale des pharmaciens. À Sigiri, la célébration a permis d'échanger sur le rôle essentiel du pharmacien dans le système de santé et la nécessité de redynamiser la profession au bénéfice des patients. Diamo Kaba revient sur les temps forts de cette journée marquée par la convivialité et par le partage. À Sigiri, la promotion de la santé publique est au cœur de la célébration de la journée des pharmaciens. Cette année encore, la corporation démontre son engagement envers la population. À l'hôpital préfectoral de la ville aurifère, une consultation médicale est organisée pour livrer gratuitement des soins de santé de qualité. L'accessibilité aux structures sanitaires, voilà le souhait partagé pour le bien-être des démunis. Quand on prend le médicament, les qualités essentielles d'un médicament, d'abord, il y a l'efficacité, mais pas seulement que l'efficacité. Il faut penser aussi à la tolérance ou l'iniquité du médicament, et également le coût. Donc, ce n'est pas une denrée n'importe laquelle. Donc, vraiment, le médicament, c'est dans la main experte. Et cette main experte, vraiment, c'est la main du pharmacien. Les actions qui sont menées par l'association des pharmaciens de Sigiri est à saluer. Parce que c'est des actes qu'on met pour être compatissants auprès de la communauté de Sigiri, dans laquelle ils sont en train d'officier. La lutte contre le trafic de faux médicaments et la fermeture des pharmacies non agréées, des réformes courageuses du gouvernement appréciées, ici à plus d'un titre, un véritable assainissement du secteur qui rétablit la confiance entre consommateurs et autorités sanitaires. La pharmacie n'est pas seulement une chaîne, elle est aussi un service du patient et de la société, un sacerdoce. L'exercice du métier pharmacien est subordonné à des conditions définies par la loi et encadré étroitement par des institutions, parmi lesquelles le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Avec l'association des pharmaciens de Sigiri, l'objectif reste le même, fournir de bons produits pharmaceutiques aux patients pour le respect de l'éthique et de la déontologie du métier, et une synergie d'action déjà sur de bonnes roulettes pour renforcer des actions de prévention et mettre fin au trafic illicite des médicaments pour sauver des vies. Avant de poursuivre cette édition d'information, mesdames et messieurs, voici le contenu de ces deux importants décrets. Décret D 2025-0177 PRG-SGG portant promulgation de la loi organique L 2025-026 CNT portant code électoral. Le président de la République, vu la Constitution du 26 septembre 2025 décrète. Article 1er. Est promulguée la loi organique L 2025-026 CNT portant code électoral. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 septembre 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0178 PRG SGG fixant la date du scrutin pour l'élection présidentielle. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi organique L 2025-026 CNT du 27 septembre 2025 portant code électoral, après avis de la Direction générale des élections DGE, après avis
de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel ONASUR. Le Conseil des ministres entendu décrète, article 1er, la date du scrutin pour l'élection présidentielle est fixée au dimanche 28 décembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget, la Direction générale des élections DGE, l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel ONASUR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 septembre 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité encore, première session 2025 du comité technique régional de la santé de Farana. C'est un rendez-vous sanitaire délocalisé dans la ville de Kissidougou. L'objectif général est d'évaluer la performance des structures d'encadrement dans la mise en œuvre des activités au cours des 6 derniers mois. Ibrahima Oulin Fofana. Dans la ville de Kissi-Kaba-Keita, l'inspection régionale de la santé de Farana mobilise acteurs et partenaires de la santé. Il s'agit du comité technique régional de la santé, l'une des plus grandes instances de coordination instituée par le ministère de la Santé. L'objectif de cette première session au cours de l'année 2025 s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la performance des structures d'encadrement, que ce soit l'inspection régionale de la santé, les districts sanitaires, mais aussi les structures de soins à travers les hôpitaux et les centres de santé. Les instances de coordination telles que le comité technique régional de la santé CTRS sont donc des moments privilégiés pour évaluer notre chemin parcouru, mais surtout pour corriger notre trajectoire et amplifier nos impacts en parfait alignement avec les visions des plus hautes autorités. Pendant 4 jours d'échange et de partage, les acteurs de la santé passeront en revue les recommandations du dernier comité technique régional de la santé. Ils présenteront également les résultats du monitorage amélioré par district sanitaire, hôpitaux et DPS du premier semestre de 2025 avec un appui financier des Gavi et de la Banque mondiale. Je voudrais aussi attirer votre attention que le contenu des rapports en provenance des DPS de la région atteste que l'impact des partenaires se fait de plus en plus sentir à travers le renforcement des capacités des prestataires à tous les niveaux. Je voudrais demander à chacun et à tous d'observer une attention soutenue lors des travaux. Enfin, je rends hommage aux cadres agents de santé et les représentants des communautés pour la qualité de leurs prestations. Ce rendez-vous est l'occasion pour présenter les résultats des districts sanitaires, suivis de débats, des travaux de groupe en plénière. Une question maintenant dans ce journal. Comment relancer les activités hôtelières en Guinée? Le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie rencontre les acteurs pour la première fois depuis sa nomination à la tête de ce nouveau département. Le secteur de l'hôtellerie est un pourvoyeur d'emplois, mais qui a été frappé de plein fouet par la crise du coronavirus. Le ministre Mahamadou Abdoulaye Diallo nourrit de très bonnes ambitions pour la relance et pour la redynamisation de ce secteur. Ousmane Ba et Mamadou Djoumaba. C'est la toute première rencontre du ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie avec les tenanciers des établissements hôteliers. Un échange qui se veut mensuel pour permettre à Mahamadou Abdoulaye Diallo de mieux échanger avec ses opérateurs sur les problèmes qui assaillent le secteur
afin de trouver des solutions idoines de manière concertée. Les réformes sont en cours et nous pensons que peut-être d'ici la fin de l'année, on aura des avancées significatives. Mais aussi, j'ai tenu à partager avec eux une bonne nouvelle. Comme vous le savez, notre pays a reçu sa première notation de B+. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la Guinée est un pays sûr, c'est un pays sérieux, c'est un pays qui attire les investisseurs. Et je pense que les hôteliers peuvent être un des grands bénéficiaires de cette croissance économique. Le secteur de l'hôtellerie est un maillon fort de la diversification de l'économie nationale. Les rencontres mensuelles faciliteront la synergie des parties prenantes afin de permettre à chaque partie de tirer meilleur profit. C'est l'occasion pour nous aussi de les partager, toutes les réformes que nous sommes en train de mener aujourd'hui pour le secteur, pour que de façon concertée on puisse faire ces réformes ensemble, qu'on puisse améliorer la compétitivité de notre destination Guinée, qu'on puisse faire de telle sorte que les touristes puissent venir en Guinée. Le ministre a posé comme problème la création concertée des circuits touristiques pour qu'on puisse permettre aujourd'hui à ceux qui viennent visiter les hôtels, qu'ils puissent profiter de leur séjour en Guinée et à découvrir des destinations. On travaille de façon acharnée déjà depuis quelques temps. Et aujourd'hui, c'est un peu la façon officielle de les démontrer avec cet échange-là. Donc l'ONT, le ministère du Tourisme, les acteurs majeurs du secteur hôtelier. Donc effectivement, la preuve est là. Et je crois qu'on va monter en puissance, on va bien analyser la situation du secteur et on va tous ensemble trouver des solutions pour l'avenir de notre secteur. Autre défi à relever, la classification des hôtels au standard international. Une mesure qui permettra de mieux structurer le secteur et travailler dans le professionnalisme. Et puis c'est une réalité qui illustre les défis du système éducatif en milieu rural. L'école de Fayenta dans la préfecture de Fria compte seulement 4 salles de classe pour accueillir près de 500 élèves. Une contrainte majeure qui interpelle les bonnes volontés. À quelques jours de la rentrée scolaire, la Fondation Marie-Yvonne Kumbassa pour l'humanitaire apporte un soutien précieux aux élèves de cette école ainsi qu'à ceux de Kolarouré. Saint-Martin Fancinadouno et Kandesila. Dans les villages de Fanyeta et Kolakouré, dans la préfecture de Fria, la Fondation Marie-Yvonne Kumbassa pour l'humanitaire apporte un souffle d'espoir et valorise les efforts des enseignants. Elle vient de remettre 580 kits scolaires aux parents pour les enfants des écoles de ces localités. 580 kits, des sacs, des tenues, des nécessaires pour l'année scolaire. C'est une joie immense pour moi de voir la population de Fanyeta, la joie dans leur cœur. Voir leurs filles, leurs enfants, leurs sœurs qui viennent les aider pour la rentrée scolaire 2025-2026. La vision zéro enfant dans la rue n'est pas seulement un slogan de la Fondation Marie-Yvonne Kumbassa pour l'humanitaire, mais une feuille de route sociale visant à transformer les communautés rurales et urbaines par l'éducation. Je tiens d'abord à remercier sincèrement Marie-Yvonne Kumbassa pour ce don à l'endroit des enfants et surtout à l'approche de la rentrée scolaire. Les parents n'ont rien. C'était difficile de trouver les fournitures scolaires. Ce geste aide à ramener leurs enfants à l'école. Merci à Marie-Yvonne. En offrant 580 kits scolaires, la Fondation Marie-Yvonne Kumbassa pour l'humanitaire ne se contente pas seulement de distribuer du matériel, elle redonne de l'espérance aux familles, soutient le droit fondamental à l'éducation et érige l'école comme barrière à l'errance des enfants. Rotaract Club Conakry vole également au secours de l'orphelinat Abou Mangué de Sofonia. Dans le cadre de ses œuvres humanitaires, la structure offre des fournitures scolaires aux enfants de ce centre situé en haute banlieue de Conakry. Nabi Kamara. Rotaract Club de Conakry offre des kits et tennis scolaires à l'orphelinat Abou Mangué de Sofonia. Un geste social qui s'inscrit dans le cadre de son programme dénommé Un sac, un avenir pour soutenir l'éducation des enfants démunis. Offrir un sac et une tenue scolaire, ce n'est pas simplement donner du matériel, c'est surtout donner de l'espoir, de la dignité et de la possibilité de rêver plus grand. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accompagner les 27 enfants de l'orphelinat Abou Mangué au Ramak de Sofonia, répartis entre 13 garçons et 14 filles, tous scolarisés du préscolaire à la terminale. Ici à l'orphelinat Abou Mangué de Sofonia, le don de Rotaract Club de Conakry
est accueilli et salué par les anciens membres rotariens et les bénéficiaires. J'espère que ces enfants vont utiliser ces sacs à bon escient et qu'ils continueront toujours à garder de l'espoir, car il y a des personnes autour d'eux qui vont toujours les aimer et les apporter leur aide. Merci au club Rotarac. Je pense qu'aujourd'hui d'autres entités aussi pourront prendre référence sur vous, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de mettre la main sur le cœur. On peut avoir les moyens, mais avoir le cœur de pouvoir les partager, c'est aussi encore une autre étape de la vie d'un être humain. À travers ce acte de solidarité envers les enfants de l'orphelinat Abou Mangué de Sofonia, Rotarac Club de Conakry renforce davantage son engagement pour l'éducation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très vite pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.